Merci à toutes les personnes qui sont connectées aujourd'hui et présentes avec nous. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question sur les effets sur la santé des bioaérosols. Donc, je vais rapidement présenter les effets sur la santé en population générale, ce qui est connu, c'est l'objet d'une diapositive. Et puis ensuite, donc, on va se focaliser sur les bioaérosols et les effets sur la santé en milieu professionnel avec ce qu'on appelle une revue narrative, donc, dont je vais vous expliquer la méthodologie. Et donc, je vous présenterai les résultats de cette revue en termes d'agents biologiques qui sont décrits dans les différents articles que j'ai pu passer en revue. Donc, les secteurs concernés par réservoir, donc, qui rejoignent évidemment les deux premières présentations. Et puis, les effets sur la santé humaine en milieu professionnel. Je parlerai aussi des limites en fait, de cette revue et on terminera par des conclusions et perspectives. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que cette présentation ne traitera pas de la pandémie liée au SARS-CoV-2. C'était pas du tout la commande que j'avais, ni du milieu de soins. Donc les bioaérosols, on vous l'a déjà détaillé, ce sont les particules, gouttelettes ou poussières contenant et transportant des agents biologiques qui peuvent être générés donc par les humains, par les activités humaines, par les animaux, par l'environnement, donc qui sont les réservoirs où se trouvent ces agents biologiques. Ce qu'il faut bien sûr avoir toujours en tête, c'est que la majorité des agents biologiques présents dans les bioaérosols sont non pathogènes, heureusement, et que donc on va parler essentiellement de la voie de transmission principale qui est respiratoire aujourd'hui, et ça a été évoqué par Myriam Bouslama lors de la première présentation. Donc, les effets sur la santé des bioaérosols en population générale, ce sont évidemment les infections. C'est l'effet le plus fréquent. Donc, tout le monde connaît la grippe, la rougeole, la coqueluche, la fièvre au cul qui peut s'attraper notamment dans des activités avec des élevages, des bovins par exemple. Les allergies, donc rhinite et bronchite, bronchopneumopathie obstructive, jusqu'à l'asthme. Et puis il peut y avoir des effets toxiniques qu'on va un petit peu détailler tout à l'heure, donc avec le syndrome toxique des poussières organiques, donc on va pouvoir rencontrer. Donc cette revue narrative de la littérature, une revue narrative, c'est une revue en fait qui reprend les articles publiés sur un sujet. Et bon, on va faire une recherche dans une base de données. Là, c'était dans PubMed avec sur presque 25 ans, donc entre 2000 et 2024. Donc j'ai pu, avec les mots-clés que j'ai sélectionnés, donc qui étaient bioaérosol, humain, santé humaine, effets sur la santé, méta-analyse, revue, systématique revue. Donc j'ai ramené 171 articles et donc en lisant les résumés, j'ai pu en éliminer 81 puisque ça m'a évidemment ramené pas mal d'articles sur le SARS-CoV-2 et le milieu de soins. Donc j'avais 90 articles qui étaient sélectionnés. Et il y en a 35 qui ont été également éliminés parce que c'était des publications qui concernaient les enfants ou la métrologie, donc ce n'était pas mon sujet, ou alors c'était un sujet un petit peu anecdotique et j'ai estimé que ça n'était pas pertinent de le conserver. Donc au total, il y avait 55 articles qui ont été retenus, donc 15 qui concernaient les infections, 20 les allergies, 13 les effets toxiniques et 18 qui évaluaient un petit peu tous les risques. Et donc cette revue a été complétée par la littérature grise, donc tout ce qu'on peut retrouver en fait en dehors des bases de données scientifiques et certaines références des articles qui avaient été sélectionnés. Donc le premier constat issu d'une des revues sélectionnées, donc sur les 55 que j'avais, donc c'est l'article de Descata et al, donc qui est une revue sur des articles relatifs aux bioaérosols. Donc il regardait tous les risques biologiques et toutes les voies de transmission confondues. Et donc, le premier constat que fait Descata et son équipe, que font Descata et son équipe, pardon, la majorité des articles sont publiés après 2010. Presque 50% sont relatifs aux risques infectieux, ce qui est logique puisque c'est le risque le plus fréquent.
Et on voit qu'il y a 72% des articles qui ont été sélectionnés qui concernent une exposition à des bioaérosols. Alors, on s'est posé la question d'un biais, en fait, avec le SARS-CoV-2, et en fait, il n'y a pas de biais. Moi, j'ai repris tous les tableaux qui avaient été publiés dans cet article, et en fait, il n'y a pas de biais du tout relatif au Covid. Le deuxième constat relatif à l'aéromicrobiologie, c'est un article intéressant de 2024 qui est tout à fait récent et qui a regardé en fait le nombre de publications faites depuis 1965 relatifs donc aux bioaérosols, dans des bactéries, des champignons, des virus notamment, et on voit qu'il y a une augmentation exponentielle en fait de publications sur ce sujet, donc c'est un sujet d'intérêt. Et évidemment, en rose, on voit pour les virus qu'à partir de fin 2019-2020, on a une montée en flèche qui est évidemment en rapport avec la pandémie. Voilà, donc sur tous ces articles, donc les activités professionnelles moi, que j'ai retrouvées dans ces articles, il y a, si on reprend ça par réservoir, pour le réservoir humain, il y avait les articles sur le milieu de soins, je vous ai dit que je les ai éliminés. Il y a sur le secteur de la petite enfance, des choses qui sont quand même relativement bien décrites sur la présence de virus et de bactéries dans les aérosols, voilà, dans le secteur de la petite enfance. Quand on regarde le réservoir animal, végétal ou les produits d'origine animale ou végétale, on retrouve tous les secteurs qui ont déjà été évoqués par Pauline, donc sur le secteur de l'élevage, le secteur vétérinaire, production de fromage, de saucissons, l'industrie des fruits de mer, l'agriculture, la production à partir de matières végétales, ça il y a quelques articles récents, la culture de cannabis médical aussi, qui fait l'objet de quelques articles. Et puis sur le réservoir environnemental, donc secteur des déchets, compostage évidemment, les stations d'épuration et eaux usées, les tours de refroidissement et les secteurs industriels utilisant des fluides de coupe. Donc, quand on regarde les effets sur la santé des bioaérosols, donc on a les maladies infectieuses, les maladies ORL et respiratoires d'origine allergique, les effets toxiniques. Il y a 2 articles sur les 55 qui évoquaient la survenue de cancer, mais à leur lecture, je n'ai pas trouvé ça très très convaincant, donc je le mentionne parce que je pense qu'il faut être honnête, mais je ne pense pas qu'on ait un niveau de preuve qui soit vraiment intéressant et suffisant actuellement. Donc ces effets, ça a été souligné par Pauline, vont dépendre du type d'agent biologique, de sa pathogénicité, et puis de l'autre évidemment. Donc quand on regarde les maladies infectieuses, donc les agents biologiques responsables sont essentiellement des bactéries, des virus, des champignons, avec la légionellose sur laquelle on va revenir cet après-midi, les tuberculoses, la fièvre au cul par exemple, l'ornithose psittacose, grippe, aspergillose, avec des manifestations cliniques qui sont le plus souvent ORL ou respiratoires, donc avec des manifestations bronchopulmonaires, des infections pulmonaires, des bronchites, on peut avoir des sinusites, des rhinites, des laryngites, et d'autres tableaux cliniques plus généraux sont possibles, donc avec la rougeole et la varicelle. Pour la légionellose, vous voyez qu'on peut avoir aussi des cas de décès, donc ça peut aller jusqu'au décès pour les personnes. Les facteurs qui influencent la transmission, c'est la source émettrice, donc la dose émise et puis l'effet dose. L'effet dose, c'est une notion importante et pour laquelle on n'a pas toujours des réponses très claires, donc c'est ça qui est un petit peu compliqué. La durée de survie des agents biologiques, notamment dans l'air, ça a été mentionné par Pauline tout à l'heure. Les circonstances d'exposition, soit on est proche, soit on est éloigné de la source émettrice. La durée d'exposition aussi pour les personnes, et puis la taille des particules, évidemment. Plus la particule est fine, plus elle va pouvoir pénétrer de façon profonde au niveau de l'arbre respiratoire. Et puis évidemment, l'état immunitaire de l'hôte. Si on a des défenses, on va pouvoir se défendre. Si on n'en a pas, on sera beaucoup plus sensible à une infection. En milieu professionnel, donc les infections sont connues de longue date avec des observations, des études épidémiologiques. Ce qu'on peut constater à partir de cette revue narrative, c'est qu'on n'a pas d'éléments de preuve suffisants sur la question de l'effet dose. Je le disais à propos de la diapositive suivante. Donc ça, c'est une revue tout à fait récente de 2024.
On n'a pas de VLEP. Il y a eu une proposition de valeur guide pour les bactéries et les moisissures par le réseau prévention, voilà, qui a été publiée en 2023. Et puis, sur les maladies infectieuses, il y a toujours la nécessité de prendre en compte en fait, le risque communautaire, savoir si on a plus de risques en milieu professionnel par rapport au risque qu'on a dans la communauté. Et il faut aussi préciser qu'il y a une reconnaissance en maladie professionnelle pour certaines de ces pathologies, comme la fièvre crue, la tuberculose ou l'ornithopsytacose. Sur les allergies, donc l'allergie, c'est une réaction de défense inappropriée de l'organisme à un allergène. Ça nécessite d'être sensibilisé, donc qu'il y ait un contact préalable. Et les effets sont très individu dépendants, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas réagir de la même façon face à un allergène, et ça va aussi pouvoir varier au cours du temps. Donc les agents biologiques qui sont responsables d'allergies, qui sont habituellement décrits comme responsables d'allergies, les champignons, certaines bactéries et leurs composants, les endotoxines qui ont été mentionnées tout à l'heure, donc avec des manifestations cliniques à la fois ORL et respiratoires, donc rhinite, bronchite, des pneumopathies obstructives jusqu'à l'asthme, le poumon de fermier, donc ça c'est un tableau clinique qui est assez classique, avec une pneumopathie d'hypersensibilité. Et les secteurs qui sont concernés par ces manifestations allergiques chez les salariés, c'est le secteur des déchets, le compostage, l'élevage, les porcs et eaux usées, pour citer les plus importants. Pour les allergies, il faut toujours aussi se poser la question de la part du risque biologique et puis de la question des polyexpositions. Donc on peut avoir une exposition à un agent biologique, mais également à un agent chimique qui va pouvoir être possiblement allergisant. Pour les effets toxiniques, j'ai choisi de prendre l'exemple des endotoxines, donc qui sont des composants de la membrane externe de la plupart des bactéries gram-négatives. Donc la coloration de gram, c'est pour les bactéries, les identifier si elles sont négatives ou positives. Et donc ces bactéries, ces endotoxines sont libérées lors de la croissance ou de la destruction, de la mort en fait de la bactérie. Et l'effet de l'inhalation, c'est une réaction inflammatoire intense de l'organisme, avec des manifestations cliniques telles que le syndrome toxique des poussières organiques quand on est exposé à des concentrations massives en fait, d'endotoxines, avec quelque chose qui ressemble en fait à une grippe, avec des signes qui vont apparaître tout de suite et qui est une guérison spontanée sans séquelles en quelques heures et sans signe radiologique. S'il y a une exposition répétée en fait à ces endotoxines, on va avoir une aggravation en fait des symptômes respiratoires. Donc avec des bronchites à répétition, un syndrome asthmatiforme, une fibrose bronchique, l'emphysème, c'est des bulles en fait, d'air dans les poumons, et puis une bronchopathie chronique obstructive, donc ce qu'on appelle une BPCO. Alors en milieu professionnel, les endotoxines, il y a pas mal de publications sur cette question. Ce qu'on sait, c'est que toutes les manifestations cliniques et paracliniques que je viens de vous décrire, il y a une prévalence accrue, c'est-à-dire c'est plus fréquent dans les milieux professionnels les plus exposés. On peut avoir une aggravation d'une bronchite chronique ou d'un asthme. Il y a eu des études qui ont mis en évidence sur les examens paracliniques une hyperactivité bronchique non spécifique. Donc on a regardé comment les bronches réagissaient après exposition à des endotoxines. Et ces études donc, qui sont relativement anciennes, mais qui font date, qui sont citées dans beaucoup de publications, qui retrouvent une diminution du volume respiratoire maximal par seconde, voilà, corrélé à la concentration d'endotoxines. Pour les endotoxines, c'est comme pour les bactéries et les moisissures, il n'y a pas de VLEP, il y a des valeurs guides qui ont été proposées par le réseau prévention en 2015 et l'ANSES vient tout juste de proposer, il y a quelques semaines, une VLEP, donc c'est une proposition. Voilà, il y a de nombreux secteurs professionnels qui sont concernés par les endotoxines, la production de fromage, élevage, industrie de la pêche, crabes, crevettes, poissons, céréales, fleurs et les déchets. Alors les limites, je vous disais en tout début de présentation que j'allais vous parler des limites, c'est une revue narrative, donc ça veut dire qu'elle n'est pas systématique. Pour faire une revue systématique, il faut être à plusieurs, il faut pouvoir analyser les articles à plusieurs et se mettre d'accord, et là ce n'est pas ce qui a été fait.
Le reflet d'une revue, c'est toujours le reflet du niveau de preuve des études qu'on va choisir comme étant pertinentes. Et la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, avait proposé cette gradation des études en 2013. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on a des études essentiellement de niveau 3 et de niveau 4. Ça s'explique très bien parce que faire des études de niveau 2, c'est très très compliqué. En milieu professionnel, l'idée d'exposer, de ne pas exposer des salariés, c'est pas faisable en fait en pratique. Donc c'est pour ça, mais les études cas témoins font déjà ressortir quand même quelques informations pertinentes. Donc en conclusion et une perspective, donc on a des effets sur la santé qui sont associés à une exposition à des bioaérosols qui sont connus. On a des descriptions cliniques, épidémiologiques. Il y a des études métrologiques qui ont mis en évidence des agents biologiques dans les aérosols de certains secteurs professionnels qui sont plus touchés. Il n'y a pas d'effet dose décrit, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc on est certain que des mesures de prévention sont nécessaires, mais il est intéressant et on doit poursuivre les études pour mieux caractériser les expositions et surtout travailler sur la question de l'effet dose. Et surtout, ne pas méconnaître la question des polyexpositions, agents biologiques et chimiques par exemple.